Ah, Serge Lama qui chante pour l'arrivée de Frédéric Gersal. Oui. Oui, Serge Lama qui a connu tout petit Frédéric. Frédéric qui est venu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'au Palais Brognard, à Paris, aura lieu la remise du prix de la femme d'influence. Alors ceci dans plusieurs catégories, hein, Frédéric. Oui. Et on va en profiter avec vous pour évoquer justement quelques femmes françaises qui auraient, dans l'histoire, bien mérité d'avoir cette distinction. Et alors, bonjour Laurent, quelle bonne idée, quel bonheur d'en parler aujourd'hui. Quand on a vu dans ce week-end, alors il faut bien peser tous ces mots, à la fois l'élection de Miss France, Miss Tahiti, femme d'influence, et évidemment ces championnes, on vient d'en parler avec Greg, il en a parlé avec... formidable. Formidable, qu'on a vu encore faire la fête hier soir. Championne, attention, championne du monde et championne d'Europe. Vous n'avez retenu que ça, vous, la fête. Non, oui, alors la fête et puis l'exploit sportif, bien sûr, mais c'est surtout ces femmes d'influence. Je trouve que femme d'influence, déjà, ça me paraît être un pléonasme. Parce que, vous savez, depuis des générations, on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas l'inverse? C'est déjà machiste que de dire ça. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas un homme qui aurait devant lui une grande femme à chaque fois? Donc, cessons un petit peu ces phrases un peu toutes faites. Fouette Gersal. je trouve que parmi les femmes d'influence, alors, on en a choisi 3, mais il y en avait tellement d'autres. D'abord, une femme, on va remonter très loin dans le temps, c'est Aliénor d'Aquitaine. Effectivement, elle est étrange parce qu'elle a un parcours assez exceptionnel. Elle est la fille du duc d'Aquitaine. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'était un immense territoire qui allait de la Loire jusqu'aux Pyrénées. Et cet enfant de 15 ans, quand elle perd son paternel, eh bien, on se dit, elle va se faire croquer. Elle va se faire croquer par à la fois le comte de Toulouse, à la fois le comte d'Anjou, qui sont les puissants voisins. Eh bien, son papa avait prévu le coup et il lui a fait épouser le fils du roi de France. Alors vous allez me dire, il a fallu qu'on la marie pour qu'elle soit assez forte. Mais pas du tout, parce que son premier mari, que l'on voit sur cette image, qui est le roi de France Louis VII, eh bien, c'était pas un fier à bras. Et heureusement qu'elle était là. Et heureusement qu'ensemble, ils se sont battus. Après, ils se sont séparés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont eu 2 filles. Et vous le savez, alors là, voilà encore... Ils s'entendaient plus. Ils s'entendaient plus, vous avez raison. Et surtout après des croisades, alors là encore, c'est une autre histoire dramatique de notre histoire de France. Mais elle se sépare donc du roi de France. Et qui elle appelle, non pas sur un site quelconque, elle envoie juste un petit courrier comme ça à l'un de ses voisins, qui est le comte d'Anjou, qui est Henri Plantagenet, que l'on va voir avec elle sur son cheval. # balance ton roi. Un peu, parce que figurez-vous qu'il va devenir, lui, roi d'Angleterre. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Cette femme a été reine de France, puis reine d'Angleterre, et à chaque fois, elle a géré ses territoires. Lorsqu'elle a quitté ses époux, elle est rentrée sur ces territoires-là, en Aquitaine, en Poitou, et elle a géré ça d'une main de maître, et puis toute sa famille. Sa famille a commencé par l'un de ses fils, Richard Cœur de Lion, que l'on voit encore sur cette image. Richard Cœur de Lion qui va devenir roi d'Angleterre, qui ne parlait pas un mot d'anglais, hein, je rappelle quand même, parce qu'il a vécu les 3/4 de son temps en France, et non pas en Angleterre. On a parlé longtemps français à la cour d'Angleterre. En plus, c'est vrai. C'est pour ça que le tennis, le rugby, à chaque fois qu'on en parle, le foot, tout ça nous vient de France avant tout. Et la Jarretière. C'est bien, et la Jarretière. On y soit qui va y pense. Alors, une autre dame, et alors quel caractère aussi, c'est Olympe de Gouges. Alors là, on est tout près de nous, si j'ose dire, 18e siècle, avec cette femme qui a décidé de prendre fait et cause pour les femmes et pour cause. Je lis juste ce mot, le mépris des droits de la femme est la seule cause des malheurs publics, dit-elle. La seule cause. Oui, la seule cause. Alors c'est peut-être excessif, mais quand même, ça prouve qu'il y avait quand même un besoin. Et elle l'a exprimé, ce besoin, avec sa plume, parce que lorsque, en 1789, les révolutionnaires ont créé les droits de l'homme et du citoyen, eh bien, elle a pris sa plume 2 ans plus tard, en 1791, pour nous proposer les droits de la femme et de la citoyenne. 1791. Mais malheureusement, il a fallu attendre bien des années, puisque 152 ans après sa disparition, les femmes peuvent enfin voter. Il a fallu attendre 1945. C'est dire s'il a fallu secouer le bambou. Alors, c'est pas le tout. Un autre personnage, si vous voulez bien, Laurent. Et quel personnage? On en a parlé ici même. C'est Madame Simone Veil. Madame Simone Veil, qui est entrée en politique à plus de 40 ans et qui a marqué l'esprit, évidemment, de tout le monde en 1974. Je vous propose de l'écouter. Elle est à l'Assemblée nationale. Elle parle devant des députés, hommes en grande majorité. Écoutez-la. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception ? Sans que la société paraisse l'encourager.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, effectivement. Et elle s'excuse. Les mots sont forts. C'est ça qui est incroyable, quand même, devoir s'excuser. 1979, elle entre aux communautés européennes, devient parlementaire, puis présidente du Parlement européen, on le sait, puis au Conseil constitutionnel. Quel parcours, enfin élue à l'Académie française. Et vous savez, elle a disparu le 30 juin 2017. Un hommage national rendu par Monsieur le Président de la République quelques mois plus tard. Et puis cette entrée au Panthéon, son corps a été translaté, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser. Elle et son époux, Antoine Veil, qui sont entrés au Panthéon. Et c'est là que bat le cœur de Simone Veil, où il s'est arrêté de battre, mais en tout cas, c'est là que bat le numéro 78 651, qui était son numéro inscrit sur le bras pour toujours, suite à la Shoah. Merci beaucoup, Frédéric.